Salut les optimistes, moi c'est Seb. Et moi, c'est Léna. C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme de prise. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose qu'on passe à la fiche de l'invité qui est notre première étape. C'est des petites questions auxquelles vous répondez brièvement. La première question étant, quel est votre prénom ? Mon prénom est Édouard. Quel est votre surnom, si vous en avez un ? J'en ai un. Mes amis m'appellent Doudou, comme beaucoup d'Édouard. Ok. Ensuite, c'est une question à laquelle vous êtes bien sûr libre de choisir de répondre ou pas. Quel est votre âge ? Mon âge est 37 ans, pour un mois et demi encore. Quel est votre parcours scolaire ? Alors j'ai un parcours finalement assez atypique, mais qui a du sens, en tout cas à mes yeux. Alors je vais juste vous parler de mes études supérieures. J'ai d'abord commencé par faire du droit jusqu'en Master 2. Et à l'issue de l'obtention de mon Master 2, j'étais d'ores et déjà passionné de vin et j'avais envie d'embrasser ma passion, ou du moins de faire de ma passion un métier. Et donc j'ai rejoint le master spécialisé en commerce international des vins et des spiritueux qui compose aujourd'hui la School of Wine, qui est finalement son ancêtre et qui existe encore. Et j'étais convaincu que finalement droit et business du vin feraient un bon assemblage. Et je n'ai jamais regretté. Voilà pour mon parcours étudiant. Et puis comme j'aimais beaucoup les études, j'ai fait un executive master en finance et management à l'issue. Voilà. D'accord. En parallèle d'un job par ailleurs. Ça c'est pour mon parcours, disons, académique. Quelle est ensuite votre profession et est-ce que vous faites partie d'une association ? Ma profession, c'est directeur de la Burgundy School of Wine and Spirit Business, donc groupe BSB. Et si je fais partie d'une association, actuellement non, mais disons que j'ai eu des fonctions associatives jusqu'à mai dernier, puisque j'étais à la fois président et joueur du rugby club Sancerrois, d'où je viens, voilà, d'où j'arrive du moins. Fan de rugby du coup ? Oui, absolument. Fin de carrière, disons, je dirais pas douloureuse, mais disons que je la digère encore. Quelle est votre passion, ou plusieurs si vous en avez ? Et ben mes passions, j'en ai plusieurs. Je dirais j'en ai trois qui prédominent. En plus évidemment de ma famille, de mes amis évidemment, etc. qui composent mon quotidien. Le vin, évidemment, le vin et les spiritueux en sont une. Je pense que pour faire ce métier, il faut être passionné. C'est vraiment un secteur de passionnés. La School en est le meilleur exemple, puisqu'on accueille ici des étudiants tous. Leur point commun, c'est vraiment leur passion. On transforme leur passion en métier, c'est l'idée. Deuxième passion, le sport et évidemment particulièrement le rugby, mais pas que. Et puis troisième, qui est intrinsèquement lié au sport, c'est la glisse. Je suis fondu de glisse en tout genre, qu'elle soit sur l'eau ou sur neige. C'est vraiment mon truc. Okay. Voilà. Ensuite, quelle est votre chanson du moment ? Ma chanson du moment, au risque de paraître un peu vieux jeu, mais je redécouvre ou reparcours le répertoire de Queen. Okay. Voilà. Je trouve assez incroyable. Donc voilà, mais je suis résolument, du moins je tâche d'être un moderne, puisque j'adore la musique, à mon grand regret et désespoir, je chante très très mal, mais je suis vraiment fan de musique. Ok, d'accord. Quel est votre film préféré, ou plusieurs si vous en avez ? Alors là pour le coup je peux vous répondre à un qui a bercé mon enfance, qui est Top Gun. Ok, oui. L'original. Exactement. Ouais, The Only One. Oui. C'est simple. Alors j'ai même mis, pour la petite anecdote, j'ai même mis très longtemps à regarder Top Gun 2, enfin Top Gun Maverick, je considérais que c'était une forme pas de parodie, j'exagère un peu, mais je considérais qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Top Gun, puisque
son réalisateur Tony Scott était mort. Donc le réalisateur qui a réalisé Top Gun Maverick n'est pas le même. Donc j'avais du mal à... Mais ça c'est ma petite folie intérieure. Bon, j'ai finalement accepté de regarder Top Gun Maverick, qui est absolument extraordinaire également. Donc je me suis un peu réconcilié avec cette suite. Voilà. Mais pour vous dire à quel point j'ai été staccanoviste de Top Gun. Le 1, évidemment. Oui. Est-ce qu'il y a une personnalité qui est marquante pour vous? Il y en a plein. Difficile de répondre à cette question là maintenant. Donnez-moi un peu de temps, j'y répondrai après. Si vous voulez bien. Pas de souci. Ça va me donner le temps d'y réfléchir. Maintenant, nous allons passer donc, entre guillemets, dans le vif du sujet, des questions plus poussées. Et nous commençons par quels sont pour vous les principaux points qui caractérisent la culture? En fait, je dirais que la culture, c'est tellement vaste. La culture, c'est pas un secteur, c'est une espèce de... En fait, tout peut constituer une forme de culture. Je prends un exemple, le cinéma, l'art, etc. Ça, c'est de la culture, mais comme je trouve que la sociologie est une forme de culture. C'est-à-dire que... donc finalement, j'ai pas de réponse à formuler en tant que telle. C'est-à-dire que pour moi, la culture, c'est un tout. Le vin est une forme de culture. C'est-à-dire que tout dépend de comment on caractérise la culture. Je considère que finalement, le vin est culturel, mais parce qu'il est patrimonial. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Donc difficile de répondre. Pardon, c'est une petite réponse de dormant, mais difficile de répondre. Donc c'est un peu en fait très personnel la culture, comment on l'aperçoit et ce qui nous intéresse. Exactement. Et quel a été votre parcours pour pouvoir arriver jusqu'à votre poste actuel? Et ben mon parcours, alors académique, je voulais donner. Oui. Professionnel, il est assez simple en somme. En fait, à l'issue de mes études du CIVS, donc du Master Spé Commerce, Salle des vins et des spiritueux, j'ai eu la chance d'intégrer une entreprise qui est basée à Beaune, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle maintenant Famille Pifot Vins et Domaines, et qui à l'époque s'appelait Veuve en Balle, qui est une société, une très très belle PME bourguignonne, leader du crément de Bourgogne, mais qui possède différents vignobles tout au long de la Bourgogne. Et en soi, j'ai eu la chance d'être recruté par Eric Pifot, qui est encore son actuel dirigeant, avec Aurélien, son fils. À noter qu'Aurélien est aujourd'hui le parrain de la school pour les promotions 24-25. Je vous donnerai le lien après, mais il est important parce que finalement Eric Pifot m'a donné ma chance. C'est-à-dire que il a vu en moi du potentiel et il m'a recruté à un poste de management tout de suite. Donc il m'a fait gagner du temps et de l'expérience et de l'expertise d'ailleurs. Et donc je lui dois beaucoup pour le premier job. C'est important, c'est-à-dire que disons que ça façonne d'une certaine manière ce que vous devenez, la façon dont vous commencez à appréhender la vie professionnelle. Donc je suis vraiment reconnaissant, et en fait le fait de demander à Aurélien, avec lequel on a le même âge, Aurélien Pifot, donc qui est le fils d'Eric, de devenir le parrain de la school cette année, enfin pour l'année académique, c'était une forme de symbole, c'est-à-dire que la boucle était bouclée, c'est-à-dire que sorti du CIVS, j'étais recruté par la famille Pifot, et c'est une manière de lui rendre hommage, ou de leur rendre hommage. Oui. Et donc à l'issue, mais comme il faut, comme toute belle chose a une fin, à l'issue de cette expérience-là, j'ai rejoint le bureau interprofessionnel des vins et des spiritueux, bureau interprofessionnel des vins et du Centre-Loire, en tant que directeur adjoint, donc poste basé à Sancerre, et convaincu que la défense d'intérêts collectifs, les interprofessions, c'est une forme de syndicat régional qui défend les intérêts d'une région et de tout type de corporation intrinsèquement liée à la région. Et donc j'étais convaincu que la défense d'intérêts collectifs, et je le suis toujours d'ailleurs, c'est très proche de ma personnalité. Moi je suis passionné par ça. Donc expérience de 3 ans et demi, quasiment 4. Un an de
responsable de développement, enfin de projet de développement pour une entreprise basée à Pouilly-Fumé, qui a été, pareil, extrêmement enrichissante. J'ai travaillé pour deux diplômés de la school par ailleurs, qui étaient des amis, dont un était dans ma promo en Master Spé. Et puis il se trouve que l'opportunité s'est présentée de reprendre la direction générale de l'interprofession, dont j'avais été le directeur adjoint. Et donc convaincu que je n'avais pas terminé que je n'avais pas refermé cette page réellement de ma vie professionnelle, j'ai accepté de prendre, et je suis donc retourné au BIVC, donc le bureau interprofessionnel, pour en prendre la direction cette fois-ci. Et donc j'y suis resté 4 ans. Et me voilà maintenant en poste à la School of Wine. D'où vous est venue la passion pour le vin? Est-ce que c'est arrivé assez tôt? Et donc du coup en rapport avec qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser donc, dans le vin et les spiritueux? En soi, il y a 2 choses majeures à mes yeux. Je pense que j'avais un terrain favorable. Alors, pas du tout en termes de boisson en tant que tel. Mais disons que le vin, à l'image que je vous disais, a une dimension patrimoniale, culturelle, qui m'a été transmise assez tôt en réalité. C'est-à-dire que vous savez que le repas français fait partie intégrante du patrimoine immatériel de l'UNESCO, le vin faisant partie de ce repas-là. Moi j'ai grandi au travers des repas de famille et on cultivait le repas, disons, long, le repas qui dure en famille, au sein duquel on ouvrait de jolis flacons. C'est pareil, ça avait une dimension à la fois familiale et traditionnelle. Et donc j'y étais sensibilisé très vite. Et donc ça a nourri aussi mon imaginaire. Et puis mes études en Bourgogne ont été le deuxième, tout à fait par hasard, hein. Je n'étais pas du tout destiné à ça. Il se trouve que mon père était diplomate et il se trouve que il a changé de métier par ailleurs et donc s'est reconverti dans le civil et son premier job était à Chalon-sur-Saône. Et donc j'ai naturellement fait mes études en Bourgogne, à Dijon notamment. Et puis j'ai rencontré au travers des gens que j'ai croisés en droit. Certains étaient plus ou moins proches, certains étaient enfants de vignerons, certains étaient proches de vignerons, habitaient Beaune, etc. Et donc, très vite, j'ai vite passé des week-ends entiers à Beaune et autour. Et donc j'ai arpenté très rapidement le vignoble, qui a été le deuxième élément, enfin qui a été finalement la deuxième pièce de mon puzzle passionné pour le vin. Et donc naturellement, à l'issue de mes études de droit, je me suis tourné vers le vin. D'accord, merci. Voilà. Et quel est votre vin préféré alors? Oh là là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai de merveilleux souvenirs de dégustation. Notamment un qui me vient en tête là, pour ce qui représente. Il y a, vous savez, dans la dégustation d'un vin, il y a, quel qu'il soit, il y a évidemment le vin, le flacon en tant que tel, et puis il y a le moment. Et ça, le moment, il est vraiment corrélé complètement à l'appréciation que vous allez avoir du vin. Et donc le vin auquel je pense, il y en a plein, hein, donc je vous donne un exemple, hein, mais le vin auquel je pense, c'est un Meursault Perrières 87 du domaine Thierry et Pascal Matreau, dont les filles sont des amies intimes. Et donc Adèle était, par exemple, Adèle était, on s'est rencontrés là, hein, une amie à l'époque une camarade de promotion au Master Spé CIVS, puis qui est devenue une amie chère. Et en fait, à ce moment-là, on était au mariage de sa sœur, Elsa. Et donc on buvait un vin de son année de naissance. Et donc voilà, imaginez-vous, c'est-à-dire qu'en plus d'être très heureux d'être là pour partager finalement ce moment de joie qui était le mariage d'Elsa, on dégustait un vin absolument extraordinaire. Et donc en fait, le vin était fou, mais le moment était dingue aussi. On était en plus à côté d'amis voilà, de très longue date. Donc tout ça faisant, on a passé, enfin le moment a été juste incroyable. C'est-à-dire que ce moment-là, je l'ai pour l'éternité, quoi. C'est aussi ça le vin. C'est sûr. Donc voilà. Et est-ce que pour vous, le vin et les spiritueux sont
font partie du patrimoine culturel? Ouais, complètement. Complètement, il y a une dimension patrimoniale et donc culturelle qui pour moi est indéniable. C'est-à-dire que ça va plus loin que un simple flacon ou un simple liquide à bien plus loin à boire ou à déguster. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de dimension presque mystique qui traverse le temps. C'est-à-dire que, vous savez, il y a pas à mes yeux, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que quand on se rend compte que le vin a une histoire millénaire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de la tradition, du patrimoine, et que finalement, on est juste des transmetteurs, mais je veux dire, ça nous dépasse complètement. Avec ça, c'est pour la partie historique, et puis il y a typiquement, enfin, on classe quand on se met à classer des terroirs ou des climats au patrimoine mondial, c'est qu'il y a une dimension si historique qu'elle ne peut être que culturelle, et donc patrimoniale. Il y a ça, et puis il y a cette idée, est-ce que ça transpire, c'est-à-dire que la composante de ce qu'est le vin finalement, et cette alchimie complètement mystique entre finalement ce qu'on appelle un terroir, un climat, la météo, hein, clairement le temps, l'exposition, etc., l'ensoleillement, et puis la main de l'homme, et tout ça constituant les composantes majeures d'un vin, mais c'est assez incroyable. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait un effet assez particulier. C'est-à-dire que, et finalement, et c'est ce qui le rend patrimonial aussi, et incroyablement beau, c'est qu'on n'en est jamais expert finalement. Toujours découvrir plus. Exactement. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce que donc ça vous fait quelque chose de voir d'autres pays qui commencent à un peu s'implémenter dans le vin, par exemple les États-Unis avec la Californie qui essaie beaucoup de créer de domaines. Est-ce que derrière c'est entre guillemets une mauvaise image du vin qui est mise en place, sachant que c'est un patrimoine culturel vraiment de la France? Non, pas du tout, parce que en fait, il y a une réalité qui est celle de finalement et qui démontre qu'en fait le patrimoine s'est pas trompé. C'est-à-dire que, enfin, du moins cette histoire millénaire est réelle, et en fait, enfin, finalement, je vous l'ai dit, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que, du moins à appréhender, c'est-à-dire que une alchimie entre un terroir, une météo et temps, etc., une exposition, et l'homme. Et donc c'est vrai aussi, ça peut être vrai aussi aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a de merveilleux terroirs. Par exemple, je pense aux États-Unis, il y a de merveilleux terroirs aux États-Unis, en Oregon, en Napa Valley, enfin voilà. Et donc avec des climats qui s'y prêtent très bien, des cépages, et donc une plante qui est sublimée sur ce territoire-là, avec son exposition et son climat. Et donc ça marche aussi. Avec en plus de ça, et là je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande, avec en plus de ça des savoir-faire humains incroyables. Donc avec des technologies aujourd'hui qui démontrent qu'on est capable de faire du vin partout dans le monde. Donc non, moi je le vois pas comme une forme de blasphème ou d'offense, pas du tout. C'est concurrentiel, et ça contribue à la richesse du métier que nous faisons. Hein. Moi, en tout cas, je trouve ça formidable. Finalement, s'il y avait que les vins français, et encore, il ne suffit pas d'une vie pour en faire le tour, mais pour autant, ça contribue à... Pour ça que c'est si complexe, si incroyable comme secteur. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des histoires fascinantes ou des mythes autour du vin et des spiritueux que vous connaissez ou que vous aimez bien partager avec nous? Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, typiquement, il y a des vignerons incroyables, stars qu'on aurait aimé rencontrer, comme Henri Jaillère, qui a été un peu qui est finalement le Saint-Père des Bourgognes, ou le Dieu même des Bourgognes. Il y a des anecdotes, par exemple, je pense à ça pendant mon année au Master Sp CIVS, donc commerce des vins et spiritueux. On a visité un domaine qui est le domaine Arlot à Moret-Saint-Denis, et puis
il y a des petites choses comme ça qui vous marquent. C'est-à-dire que vous avez... on dégustait un premier vin qui était un Bourgogne qui s'appelait Ronceville, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et puis juste ensuite un Gevrey. Et puis les deux étaient vraiment comparables en termes de qualité, un Gevrey Chambertin. Et en fait, la réalité, c'est que... je me demande même si on n'a pas commencé par le Gevrey et dégusté à l'aveugle le Bourgogne après. Et en fait, la réalité, c'est que le vin, le Bourgogne, était issu d'une parcelle qui était à 1 mètre, à 1,50 m maximum, des parcelles de Gevrey. Donc on était sur un terroir qui était assez similaire. Et donc clairement, voilà, on a ce genre de petites anecdotes ou de petits de choses qui sont bonnes à savoir, surtout dans le cadre aujourd'hui de l'augmentation des prix des Bourgognes. Donc on avait finalement un vin de très bonne facture, quasiment un Gevrey dans la bouteille, à un prix tout à fait raisonnable. Par exemple. Mais voilà, et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Des mythes, j'en ai pas qui me viennent en tête là maintenant, mais disons que il y a plein de choses à dire par ailleurs, ça c'est sûr. J'en ai pas là, pardon, j'ai pas de... Mais ça me faisait penser à ça. D'accord. Et pour ce qui est de l'esthétique en lui-même d'une bouteille, est-ce que le physique d'une étiquette a une importance culturelle pour le vin ? En soi, oui. C'est-à-dire que, d'une manière générale, c'est un argument dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un argument qui fait perdurer une tradition. Prenez la bouteille de Bourgogne, ce qu'on appelle la bourguignonne, c'est exactement celle que vous avez sous les yeux. Et pour autant, vous allez avoir aussi des différenciations en matière d'étiquette très modernes qui en fait sont également un argument de vente pour un consommateur qui rentre dans un rayon, que ce soit chez le caviste ou même en grande distrib, et qui va être un marqueur de différenciation. En soi, ça dépend du vin que vous faites et de l'identité que vous lui donnez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un amateur de vin qui se passerait de jolis flacons dans lequel le dit amateur aurait mis un certain prix. Il est pour la majorité incapable de ne pas avoir un bouchon de liège, par exemple. Alors même qu'on sait que les bouchons technologiques ou synthétiques se développent énormément, et en fait sont en plus autant de garanties de ne pas avoir de bouchon. Mais pour autant, les jolis flacons, à partir d'un certain prix, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mindset qui fait que aujourd'hui, et je le respecte complètement, mais qu'aujourd'hui on associe cette tradition-là aussi à un packaging, à une étiquette qui soit aussi traditionnelle, parce que ça fait partie aussi du patrimoine culturel et de cette tradition culturelle qu'est le vin. Et à côté de ça, vous avez des vins aussi où clairement le différenciant, c'est aussi le package et l'étiquette, et on s'affranchit des codes pour donner une image moderne et fraîche à une marque, par exemple, ou à ce type de choses-là. Vous trouvez ça aussi dans le vin. Donc les deux sont possibles, les deux sont des marqueurs, les deux sont appréciés. Donc vraiment là, voilà. Mais effectivement, la bouteille et son packaging global, son habillage global, sont autant de marqueurs différenciants qu'apprécie ou pas le consommateur. Mais en tout cas, qui détermine son choix. Ça, c'est certain. Tout à fait. Comment est-ce que vous abordez les différences culturelles dans l'enseignement des vins et des spiritueux, comme par exemple la manière dont on produit, on consomme ou on apprécie le vin? Est-ce que ça peut varier selon les pays? Ouais, complètement, mais ça varie même selon les régions. Ouais, les régions, et puis l'envie du consommateur. Typiquement, moi je vous donne un exemple. Mon mindset actuel, mais ça va changer, ça évolue tout le temps. Il y a des années où il y a des moments où j'ai envie de boire plus de blanc, d'autres où j'ai envie de boire du rouge. Ça dépend vraiment de mon humeur et de la façon. Voilà, parfois j'ai envie de redécouvrir une région complètement. Il y a ça, il y a la manière dont on consomme le vin, amateur, pas amateur. Il y a aussi cette envie, aujourd'hui, on a une tendance où clairement il y a cette espèce évidemment d'impact réchauffement climatique qui fait que les vins sont de plus en plus ensoleillés, et donc de fait ont de la matière, peuvent paraître lourds parfois, etc. Donc il y a une tendance à la fraîcheur, par exemple, et donc en fait tout dépend vraiment du profil de consommateur que vous avez. Moi typiquement, je parlais des blancs, des rouges, mais de plus en plus j'adore, parce que c'est aussi, je vous le disais,
J'ai plein de copains, moi ça fait partie de encore une fois, de ma philosophie de vie. J'aime partager et j'aime faire partager. J'ai moins de plaisir à faire partager une bouteille très connue parce que finalement, bon, c'est connu, etc., etc. Alors c'est un beau flacon que tout le monde va apprécier. Mais ce que j'aime bien, c'est faire découvrir les choses. Oui. En fait, là, aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit enjeu. On regarde l'évolution des prix, etc., etc., sur des vins, sur des rapports qualité-prix qui sont hyper intéressants. Ça m'amuse beaucoup. Mais c'est l'heure actuelle. Je dis pas que demain, voilà, j'adore boire aussi de très belles bouteilles parce que c'est très bon. Voilà. Donc voilà, mais ça dépend vraiment de la façon dont vous apprenez les choses. Des frontières que vous n'êtes pas prêt pas au plus près à franchir en termes de prix, en termes d'alcool, en termes de... Tout ça faisant, c'est pareil, on voit. Vous avez des modes qui se modifient. C'est-à-dire qu'à l'époque, on buvait toujours du liquoreux à la fin d'un repas. Aujourd'hui, les vins sucrés, c'est très vite, c'est plus tendance. Et pour autant, je sais que c'est délicieux. Mais aujourd'hui, les appellations de liquoreux, donc comme Sauternes, par exemple, qui souffrent le martyre, parce que c'est plus dans les tendances de consommation. Et pour autant, c'est pas moi, j'ai connu mes grands-parents, paternels du moins, ma grand-mère, qui buvait systématiquement à la fin de chaque repas un verre de Sauternes. Par exemple. Donc, ce qui démontre que les générations passant, les choses se modifient. Et effectivement, cette dimension culturelle, elle se transmet, mais elle se délite un peu quand même. Donc, alors on voit, et donc de fait, on voit les habitudes de consommation se modifier. De fait. Mais donc avec avec tout ce choix, ça doit être difficile pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout de trouver la bouteille. Quelle est pour vous une bouteille de vin ou de spiritueux que vous conseilleriez à vos élèves si vous deviez en donner vraiment qu'une? À vos élèves, pas forcément. Évidemment, c'est-à-dire que le vin c'est complexe à l'image de ce qu'on vient de dire et donc de fait on a besoin de le simplifier. Dans la lecture et la compréhension, alors nos élèves sont passionnés donc ils l'appréhendent d'une autre manière encore, c'est-à-dire qu'ils le comprennent, mais un consommateur qui se retrouve devant un rayon de vin, il a entre l'appellation, le cépage, l'étiquette, le millésime, la région, il est bien fou. Donc, qui ne sait pas, donc on a peut-être besoin de simplifier le discours, c'est certain, ou la manière de l'appréhender. Mais en fait, je n'ai pas de recours à faire. En fait, c'est toujours pareil, ça va dépendre de tous les paramètres que j'ai évoqués. En fait, le vin, c'est la liberté. D'une certaine manière, c'est ça. Donc en fait, il y a un choix qui est tellement... En fait, il faut tout goûter. En vrai. Oui. Voilà. Goûter. Oui. Voilà. Trouver celui qui nous plaît le plus. Après, on est taxé. Enfin, je voudrais pas faire offense à la modération. Hein. Donc voilà. Mais voilà, il faut tout goûter. D'accord. Donc le conseil, ce que je recommanderais, en fait, c'est simple et c'est la réalité de ce qu'on fait vivre ici. C'est-à-dire que c'est l'expérience. Et l'expérience, elle est renforcée encore une fois, par l'expérience. Et donc dans le vin, par la dégustation. Tout à fait. Voilà. Et pour rebondir donc, sur ce que vous venez juste de dire, est-ce que donc la dégustation, c'est un art en lui-même et si oui, pourquoi? Et donc derrière, quand vous l'intégrez donc, pour les cours dans la wine, est-ce que c'est réellement quelque chose qui prend une grande partie du cours ou derrière, c'est plus le côté théorique et derrière, vous analysez en dégustant un bon vin? Il y a les deux, de fait. C'est-à-dire que, oui, c'est un art. À mes yeux, c'est un art qui impose d'avoir d'abord une méthodologie. Et donc l'analyse est indispensable, mais aussi du talent. Et certains l'ont, d'autres l'ont moins, ce qui n'empêche pas de progresser. Mais je veux dire, vous avez des gens qui sont tellement forts que ça ne peut être qu'un art, oui, à mes yeux. C'est-à-dire que, je veux dire, on a la chance d'avoir à l'école, donc qui est un membre du staff de la School of Wine, hein, un Master of Wine. Il n'y en a que 400 dans le monde. L'examen est d'une difficulté extrême. Pas étonnant qu'il n'y en ait que 400 dans le monde, mais c'est le saint graal de la dégustation et de la connaissance en matière de vin. Mais ce sont des gens qui quand même sont capables de reconnaître à l'aveugle un pays, une région, une appellation, un millésime et un domaine. Pas si vous vous rendez compte de la complexité de la chose. Et en fait,
Et c'est là où j'en viens à la partie méthodologique, c'est-à-dire que, en fait, et d'ailleurs, Steve dont je parle, qui est le Master of Wine dont je parle, il est en plus d'être un expert et d'être Master of Wine, il est parfait, il est un pédagogue hors pair. En fait, il explique à nos étudiants comment on travaille. En fait, là où on imagine, on parle de trouver un vin, lui, sa méthodologie, il élimine. C'est-à-dire qu'avec les connaissances qu'il a, il sait pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc il travaille en entonnoir pour arriver finalement à une solution potentielle. Et ça, c'est très fort. Et donc en fait, raison pour laquelle je dis, voilà, il y a une méthodologie de dégustation. C'est pas juste... voilà. Mais la méthodologie, elle repose sur évidemment l'analyse, mais elle repose aussi, vous savez, c'est comme un praticien, un chirurgien. Ce qui fait la qualité d'un praticien, c'est le nombre de cas qu'il a eu à traiter. La dégustation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déguster pour reconnaître, etc. En fait, et votre analyse sensorielle ou votre mémoire sensorielle olfactive se met en route pour vous permettre d'éliminer les solutions au fur et à mesure. Ça, c'est pour la méthode. Et pour ce que vous disiez, évidemment, c'est-à-dire que la dégustation, elle permet de vérifier aussi la théorie. C'est-à-dire que, évidemment, et c'est ce qu'on enseigne ici aussi, c'est-à-dire que si évidemment notre cœur de métier, c'est le business appliqué au vin, évidemment, on a une dimension produit importante. Et donc, de fait, on enseigne de la théorie en matière de viticulture et donc de viticulture et vinification. Et donc, des process de vinification peuvent se vérifier à la dégustation. Typiquement, je vous donne un exemple très facile à reconnaître. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Un vin qui serait vinifié en vendange entière. C'est-à-dire que vous avez le raisin et en fait, on met toute la rafle, toute la grappe dans la cuve, qui vous permet en fait de gagner en fraîcheur. Et en fait, cette vendange entière, ce qu'on appelle vendange entière, vous la ressentez à la dégustation parce que vous avez de la fraîcheur dans le vin, vous avez un peu de mâche qui vous fait penser à un végétal, etc., etc. Et donc ça, clairement, vous le retrouvez dans le vin. Et donc c'est finalement la pratique au service de la théorie, ou du moins la vérification par la pratique de la théorie, par exemple. Voilà. Et alors, pendant les cours, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les élèves pendant la dégustation ? En soi, il y a tellement de pièges dans lesquels tomber. Je vous donne des exemples alors, qui vont comme ça vous paraître fous, mais vous avez des cépages qui sont si proches les uns des autres parce qu'en fait, ils sont soit cousins, soit parents en termes de génétique. Et typiquement, le meilleur exemple, je trouve que c'est le gamay et le pinot noir. C'est-à-dire qu'un gamay, en évoluant, en vieillissant, et on sait que dans de très nombreux cas, l'évolution et le vieillissement rend les vins d'autant plus complexes et meilleurs. Et le gamay, en évoluant, on dit qu'il pinote. C'est-à-dire qu'il ressemble au pinot noir. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils sont parents. Mais ça, c'est un piège dans lequel on tombe très facilement. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, partez sur des gamets un peu évolués, un peu anciens, partez très vite sur des pinots noirs. Parce que ça devient très fin, ça pinote vraiment. On retrouve ces fruits rouges, ces arômes de cerise qu'on trouve dans le pinot noir. Et donc, de fait, ça, c'est un piège dans lequel on tombe très régulièrement. Je vois juste mon téléphone qui glisse. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, c'est bon, excusez. Par exemple, il y en a plein. D'exemples pour... Ouais. Oui. Sachant que vous avez de telles composantes dans l'élaboration d'un vin, entre la vinification et ce qu'on appelle l'élevage, c'est le temps qu'il passe soit dans une cuve, soit dans différents contenants, que ce soit cuve, fût, tonneau, bois, etc. Ce qu'on appelle la pièce en Bourgogne, ou maintenant en amphore, etc. Et donc tous ces contenants donnant quand même une spécificité à un vin. Et donc derrière, alors, effectivement, et je vous le disais, on les reconnaît, on arrive à voir la patte, mais c'est autant de risques potentiels de se tromper. Puisque finalement, voilà, le spectre est si large que finalement, autant de pièges dans lesquels tomber. Mais c'est ça qui est beau. Comment est-ce que les nouvelles générations abordent-elles la culture du vin par rapport donc, aux générations précédentes ? Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. C'est un enjeu justement.
c'est un enjeu, c'est-à-dire que finalement, il faudrait que je vous pose la question à vous. Mhm. Comment vous l'appréhendez? Le vin? Ouais. Ça vous dit quoi à vous le vin? Vous en buvez? J'ai jamais bu d'alcool, donc Voilà. je m'y intéresse Et, pas particulièrement. ouais, c'est ça. Mais et en soi, et c'est très bien. Ou du moins, personne n'est parfait, mais. mais en vrai, blague à part, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'alcool parce que c'est pas hyper sain? Est-ce que j'entends, hein? Par exemple, pourquoi? C'est pas un interrogatoire, c'est pas piège, hein? Je sais pas, j'ai pas particulièrement été élevée par des Voilà. parents qui apprécient ou qui aiment le vin, donc on me l'a pas transmis. Ouais. Et j'ai pas cherché à creuser plus non plus. Bien sûr. Moi j'ai un père et une mère qui boit beaucoup de vin, en tout cas. Ouais. Ils ne boivent pas non plus énormément d'alcool. Non, mais mais, je comprends. ils apprécient un bon vin. Ils aiment ça? Moi je sais que mon père du coup il a plus l'optique de trouver des bons vins qui sont pas forcément chers. Il aime bien en fait dépenser peu mais avoir le même nombre de plaisirs qu'il y a derrière qu'un très très bon vin qui peut coûter très très cher. Une fortune, bien sûr. Donc derrière je pense que c'est un peu entre guillemets la culture qui m'a transmis et puis bon j'apprécie aussi un bon rouge ou un bon blanc avec un bon repas hein, bien sûr. Donc, Bien sûr. Et du coup, bon alors vous c'est compliqué parce que vous en buvez pas du tout. Mais vous, oh je vais vous tutoyer toi. Tu préfères blanc ou rouge? Ta manière de l'appréhender, par exemple, c'est quoi? Après, je vous dirai ce que disent les études. La question Mais c'est la est-ce que- situation dans laquelle je me trouve. Ouais. C'est ça, ok. Toi, et comment et donc tu raccrocherais quoi à quoi? Je dirais que, entre guillemets, si je commence tout juste à boire, un blanc serait plus léger, Ouais. donc plus appréciable et moins tapant. Après, derrière, bon, tout dépend aussi d'un repas. Derrière, je pense que j'apprécie plus un rouge pendant un repas. Après, encore une fois, tout dépend de tout ce qui est servi, parce que Tout je à sais fait. qu'aussi il y a Ouais, cette... il y a la corbeille vin, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais entre autres, je dirais que je préfère largement le rouge au-dessus du blanc, et puis surtout en fait pour le lendemain qui pourrait taper un peu Ouais. quand ça vient au blanc, quoi. Alors c'est intéressant parce que finalement, vous n'êtes qu'un tout petit panel, Mhm. tous les deux, de la consommation des jeunes aujourd'hui. Mais pour autant, typiquement, tu démontres que voilà, pas d'appétence particulière, Mhm. et c'est pas une tare, encore une fois. Et toi, finalement, bien plus sensibilisé, et en fait, tu défies un peu la réalité de ce que disent les tendances aujourd'hui, qui sont que, en fait, les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de mal à appréhender le rouge, surtout. C'est-à-dire que, pour eux, remarque, il y a du vrai dans ce que tu dis, et il y a une forme de conformité à ce que disent les études, c'est que les jeunes appréhendent mal le rouge, et en fait, ils le considèrent, ils le voient sur des repas interminables de famille. Oui. Et donc, pour eux, le moment de dégustation est hyper rare, finalement, et donc, ils le comprennent pas. Les vins rouges, ils les comprennent très mal. Oui. Ça manque de fraîcheur, comme tu le disais, c'est exactement ça, enfin, tu le décrivais très bien. Donc en somme, il y a un enjeu à l'image de ce que vous venez de me démontrer, une fois de plus, et c'est conforme, hein, c'est que il y a une transmission effectivement de génération qui se fait de moins en moins. Et encore une fois, c'est la faute de personne, mais c'est comme ça. Donc est-ce que les parents et est-ce que vous demain, alors toi ça va être compliqué, mais je veux dire moi, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer dans cette dimension patrimoniale, premièrement, mais il y a un enjeu de reconquérir cette cible, de conquête de cette cible jeune, et typiquement un des communs c'est de simplifier l'offre, c'est-à-dire que pour que les jeunes la comprennent mieux, et surtout encore une fois il y a cet enjeu aussi de la société se transforme, il y a un enjeu de santé aussi, parce qu'aujourd'hui on respecte plus enfin du moins on est plus dans une philosophie du corps sain dans l'esprit, enfin l'esprit sain dans le corps sain, et donc de fait, mais pour autant les deux sont pas incompatibles. Moi on prend de la modération, toutes les associations en matière de vin prônent et investissent dans de la sensibilisation et dans de la modération, donc les deux sont pas incompatibles, j'en suis vraiment la preuve par excellence. Et effectivement, enfin, regardez, on le voit d'ailleurs, hein, et c'est ce contre quoi se bat le vin d'ailleurs,
c'est cette idée qu'il y a cette dimension patrimoniale qu'il ne faut pas oublier et que c'est pas parce qu'on boit du vin que forcément on cherche de l'ivresse à l'issue, quoi. Oui. Donc voilà. Mais et je crois pas trahir de secret en le disant. Les temps changent. Il y a une époque où on recommandait, et les archives de l'INA le démontrent, on recommandait au JT de France 2 de boire 2 litres de bière par personne en temps de canicule. Et on était début des années 80. Aujourd'hui, c'est invraisemblable, c'est inimaginable. Il y a une époque où on buvait un petit rouge en sûr. école primaire, c'était même le rituel. Exactement. Donc, tout ça a bien changé et certainement pour le mieux. Mais voilà, il y a un enjeu. La consommation des jeunes, c'est un enjeu parce que clairement, c'est la génération qui arrive en fait. Donc, il y a quand même une adéquation entre ce qui est produit et ce qui est consommé. À avoir en tout cas. Et il va falloir que dans le temps, ça dure. Et si la culture n'est pas transmise, entre guillemets, c'est une perte d'histoire et de culture derrière C'est ça. pour le pays. C'est ça. Attention à ce que l'enjeu, et ça, voilà, à ce que les politiques sanitaires aussi ne soient pas décorrélées complètement de cet aspect patrimonial aussi. Sans rentrer dans des questions de lobby, etc. Mais c'est ce contre quoi se bat la filière vin, c'est-à-dire d'être considéré à sa juste valeur patrimoniale. Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez une région ou un producteur coup de cœur? J'en ai plein. Encore une fois, je ne sais pas vous répondre. C'est vrai. J'en ai plein. Je suis fou de toutes les régions. J'en ai plein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que, en fait, j'ai beaucoup voyagé, j'entends, en France et à l'étranger pour le vin, et j'ai nourri des amitiés, donc qui renforcent aussi ces coups de cœur-là. C'est-à-dire que c'est des coups de cœur. Le vin, c'est ça, et on n'arrive pas, c'est impossible de le décorréler. C'est à la fois des coups de cœur produits, mais des coups de cœur amicaux. Le dernier en date étant un vigneron de Provence que j'ai rencontré au Beau de Provence, qui avec le temps devient ou du moins est en train de devenir un ami, et ses vins, en fait je suis tombé amoureux de ses vins avant de tomber amoureux parce que je les ai goûtés au restaurant, et dès le restaurant j'ai eu accès à lui, et puis le mec est top, incroyable. Mais c'est ça, c'est un coup de cœur produit, un coup de cœur et un coup de cœur personne, quoi. D'accord. Je pense que la question fatidique, c'est Bourgogne ou Bordeaux? Bourgogne, sans problème. Là, pour le coup, sans que voilà, mais il y a un moment où voilà, je peux pas faire mes études en Bourgogne, travailler pour une bourguignonne qui a une concurrence bordelaise, et vous répondre Bordeaux, c'est compliqué. C'est vrai. Mais c'est ça, hein. Est-ce que, en plus donc, des petits mythes ou anecdotes que nous avez tout à l'heure, est-ce que donc, vous en aviez d'autres qui étaient marquantes à l'issue donc, de vos expériences dans ce secteur, et que ce soit des voyages, des dégustations mémorables ou des rencontres marquantes, comme vous venez juste de dire? Ouais, il y en a plein. De prime abord, il y a une chose qui me vient en tête. C'est Sancerre et la capacité de cette appellation à se fédérer autour de fondamentaux. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est une appellation aujourd'hui qui a une renommée mondiale, qui a un succès fou, pour différentes raisons, hein. Évidemment la qualité de ses vins, mais aussi parce que justement on parlait de génération, etc. Parce que les générations passant, c'est une appellation qui a réussi à se structurer et à avancer collectivement. En fait, je trouve ça fabuleux, moi qui vous disais que la défense d'intérêt collectif me passionnait. Cette appellation, alors attention, hein, il y a des hauts et des bas, il y a des réunions houleuses, évidemment des affrontements, des incompatibilités d'humeur, mais c'est une appellation qui est capable de se retrouver autour de fondamentaux pour avancer collectivement qui sont incroyables. Et pour moi, c'est une appellation qui a un bel avenir devant elle parce que c'est elle arrive finalement dans la douleur et dans des moments difficiles à se fédérer autour des choses importantes. Tout à fait. Eh bien, nous arrivons presque à la fin. Il reste une dernière question qu'on pose en général à un peu tous nos invités. Donc là, ça va être un peu autre chose, moins tourné vers le vin, mais voilà. Donc je vais laisser Léna faire la dernière question.
Est-ce que vous avez eu des expériences pendant votre vie que vous trouviez compliquées ou difficiles à surmonter? Et si vous ne souhaitez pas partager cette ou ces expériences précisément, est-ce que vous pourriez nous donner la leçon que vous en avez retenue? En soi, la vie est, d'une manière générale, est à la fois un bonheur immense et souvent parsemé d'embûches. Alors, pour reprendre l'intitulé d'un film que j'adore, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, c'est vrai. Et en vrai, je veux dire, la vie de famille en est le meilleur exemple. La vie de famille en est le meilleur exemple. Et finalement, si on le réduit encore, la vie de couple en est un autre exemple. Et en fait, le secret à mes yeux, mais je pense que des secrets, je vais en découvrir tout au long de ma vie, hein, c'est la compromission. C'est-à-dire que c'est cette idée que c'est presque, moi j'aime bien faire ce lien, le déformer un peu professionnellement parlant, mais c'est presque qu'on vous apprend en école de management. C'est-à-dire que c'est apprendre, c'est mettre les lunettes de l'autre. C'est-à-dire en cours de management, on vous dit, bah voilà, en fait, chacun a une cartographie du monde qui est le sien, différente. Et donc, de fait, l'idée, c'est de comprendre les uns et les autres. En matière de management, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je l'applique au quotidien. C'est-à-dire que l'idée étant, avant même de commencer, quand vous travaillez avec des gens qui viennent d'univers différents, qui sont culturellement différents de vous, etc., l'idée, c'est de comprendre leur mindset, leur cartographie du monde, pour derrière arriver à effectivement parler le même langage, d'une certaine manière. Et donc, la leçon que j'en retire, c'est cette compromission-là. C'est cette idée que finalement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qu'il y a un juste milieu entre, mais qu'en fait, il nous appartient à chacun, et je parle de moi à l'espèce. C'est pas, je ne partirai jamais du principe que je suis comme ça et donc qu'ils même me suivent. Non, il y a un moment où aujourd'hui, si on veut que ça marche, il faut s'adapter. Exactement. Même quand on est patron et même quand on est mari et femme, etc. Et que voilà, c'est comme ça. Ou j'allais dire, ou en couple d'une manière générale. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette interview. J'ai beaucoup aimé l'échange. Tant mieux. C'était très sympathique. Tant même mieux. le revers sur les questions. Non, mais c'était intéressant. Pardon pour ça, mais c'était parfait. C'était intéressant parce que finalement, ça me permet de démontrer la tendance et en fait, c'est une réalité. Le panel, il est parfait. Il est hyper représentatif de la réalité aujourd'hui de manière dont les jeunes apprennent le vin. Tout à fait. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très heureux.